Au bord de la Seine, c'est le nouvel endroit à la mode de la capitale. Avec ses immeubles flambant neufs, le 13e fait tout pour attirer de nouveaux habitants. Mais derrière ces constructions, l'arrondissement est miné par une importante délinquance. Vincent est policier au sein de la brigade des stupéfiants du 13e arrondissement. Ce jour-là, il s'apprête à débuter une enquête d'une manière tout à fait inattendue. Un homme d'une trentaine d'années a demandé à le voir, c'est un toxicomane. Quoi déjà champignons, kétamine, LSD, en fait, c'est sûr. Méthamphétamine. Il faut peut-être passer par le truc, puisque j'ai pas compris. L'individu affirme vouloir décrocher de cette spirale infernale, mais son dealer lui mettrait la pression. Il est venu le dénoncer. Il connaît mon adresse. Une fois, j'ai fait de l'argent, donc j'ai un truc de dossier en bas dans le taf, c'est que c'est ça avait été que pour cannabis, j'aurais pas dénoncé. Quoi. Oui, j'ai compris, c'est surtout toi, pas être pointé. Ouais, toi aussi, parce que c'est vraiment dangereux là, du coup. Le toxicomane ne connaît pas le vrai nom du dealer, mais il a pu fournir une description physique détaillée et surtout son numéro de portable. Dans le cadre de l'enquête sur des trafics de stupéfiants, le service dispose d'une arme redoutable, ce petit appareil d'écoute. Avec, les policiers vont pouvoir intercepter toutes les conversations téléphoniques du suspect. Il se fait appeler Ous. Allô. Ouais, salut, j'arrive dans... Je suis en bas de chez toi là dans 5 minutes. Hein. Vas-y, il faut quoi comme ça, je comprends ça. Un verre et un autre. Vas-y. Ok, à toutes. Vas-y. Malgré un langage codé, les écoutes semblent confirmer des ventes de stupéfiants. Mais avant de monter une opération, les policiers ont besoin de découvrir sa vraie identité. Allô. Ouais, on s'était vu la dernière fois, on est de la fac. Fallait quoi? Une baguette. On peut se voir vers 16h30? Ok, ça marche. Frédéric et Doris se rendent sur place à bord d'un véhicule discret, le sous-marin, la voiture de planque dans le jargon policier. L'objectif, c'est clairement de pouvoir mettre un visage sur une voix et un surnom. Et l'identifier formellement, là, c'est utile pour la procédure. Vas-y, 180, on peut pas être plus près. Hein. Frédéric se positionne dans un restaurant en face. Doris, lui, reste caché dans le sous-marin. Quelques minutes plus tard, un individu arrive au téléphone, casquette noire sur la tête. Il correspond parfaitement à la description faite par le toxicomane. Merci, au revoir. Les deux policiers peuvent repartir. Ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient. Je l'ai filmé quand il était en attente devant la porte du résidence avec un appareil photo et en mode vidéo et à travers la vitre du sous-marin. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils viennent de ferrer un gros poisson, avec un casier judiciaire long comme le bras. Là-bas, qui connaissent pas mal de monde sur le 13e, donc qui sont susceptibles d'identifier mon individu, là que j'ai filmé tout à l'heure. De retour au commissariat, Doris fait le tour des bureaux avec sa vidéo. Il veut savoir si, à tout hasard, ses collègues auraient déjà croisé la route de l'individu à casquette. C'est lui, c'est ton objectif. Ouais. Et surprise. Ça y est, je sais qui c'est. C'est lui ou pas là? Ah oui, c'est lequel? Ouais. Non. Si. Non. Comment? Donc on est bien sur celui qu'on pensait au début. Il est en réalité bien connu des services du 13e. C'est un délinquant multirécidiviste. Vol avec violence, enlèvement, séquestration, extorsion, faux et usage de faux. À seulement 24 ans, il cumule déjà une quinzaine de délits et a été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison. C'est la première fois qu'on avait son signalement qui ressortait sur une affaire de stup. Donc je sais pas, peut-être qu'il a voulu entamer un virage, une reconversion. Pour le mettre sous les verrous, les policiers vont maintenant devoir l'interpeller en flagrant délit de vente de stupéfiants. L'opération aura lieu dans quelques jours. Cannabis, cocaïne ou encore héroïne, le business des dealers connaît une forte hausse sur tout le territoire français. En 2021, l'INSEE estime ce marché à 4,2 milliards d'euros, soit une hausse de 7% par rapport à 2019. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça?
La consommation. Malgré l'engagement des forces de l'ordre, l'empire de la drogue se structure. Dépôt, soit je suis en prison, je suis bien. Et si tu vas en prison, tu seras bien aussi? Bien sûr, je serai bien, mon cœur, là, les gens sont contents, vous inquiétez pas. Tu vas recevoir de l'argent? Ça, c'est sûr, ça. Dès que j'arrive, il y a un mandat de ça, c'est 99% sûr. Dealers, choufs ou encore gérants, on estime que 21 000 personnes tirent leurs revenus du commerce de substances illicites. Pour faire face à ce phénomène, les hommes et femmes des forces de l'ordre multiplient les interventions. Nous suivrons ces enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la drogue. Ah, on a trouvé à peu près 5 000 €. Ah, c'est pas mal, ouais. Ça conforte un peu plus nos soupçons et ce qu'on a depuis le début, quoi. À Paris, Tony et Jean-Luc de la BAC du 20e arrondissement vont s'attaquer à un vaste réseau de trafic de crack. Eh oui, c'est bingo. Ça, c'est notre dealer. L'une des drogues les plus meurtrières en vente dans la capitale. T'es en train de faire quoi, monsieur? Mais t'es en train de faire quoi? Nous suivrons aussi Vincent de la brigade des stupéfiants du commissariat du 13e arrondissement. Les ventes ont été vues, il y a des films qui ont été faits, des photos qui ont été prises, donc tout est carré sur la mise en évidence du trafic. Il s'attaquera à l'une des plus redoutables équipes du quartier. Monsieur, c'est la police. Vous avez quelque chose d'illicite sur vous, de dangereux? D'accord. Vous l'avez acheté où, ça? Immersion dans une lutte de tous les instants des policiers face aux trafiquants. Retour à Paris. 6 hommes travaillent au sein de la cellule antidrogue du 13e. Ils ont prévu d'interpeller ce soir le jeune délinquant dénoncé par un toxicomane. Placé sur écoute, il vient d'échanger un SMS avec un client qui souhaiterait lui acheter du cannabis. 2 équipes se rendent immédiatement sur le point de rendez-vous. Donc l'objectif a contacté le client, lui a dit qu'il arrivait dans 3 minutes. Le client a dit « Ok, c'est bon, je descends ». Les policiers se mettent en planque pour prendre le jeune dealer présumé en flagrant délit. Attends, parce que j'ai le téléphone du GIS qui sonne, attends. Putain. Ouais, Jeanne. Au bout du fil, c'est sa collègue Jennifer. Depuis le commissariat, elle écoute les conversations du suspect en direct. Il semble y avoir un problème. Ouais, vous êtes grillé, il a dit il y a les flics. Ouais, il est au téléphone, il est en train de dire au mec ouais, de toute façon, qu'on est grillé en fait, parce que de toute façon, il a dit il y a les flics, donc on sert. Hein. Frédéric prend une décision dans l'urgence, sans savoir si la transaction a eu lieu. Le suspect a déjà agressé des policiers par le passé, l'interpellation est musclée. Heureusement pour Frédéric, ses collègues ont bien assisté à la vente de stupéfiants. Ils ont aussi arrêté le client, un étudiant d'une vingtaine d'années qui reconnaît avoir acheté 20 grammes de résine de cannabis. C'est la première fois que tu lui achètes? Comment? C'est la première fois que tu lui achètes? Oui, c'est la première fois. D'accord, bon, je pense que ce sera la dernière. Bah oui, de toute façon... Il sera emmené au poste pour être entendu. Dans le même temps, le véhicule du suspect est fouillé. Frédéric a fait venir un chien spécialisé dans la recherche de matières stupéfiantes. L'animal marque au niveau du plancher. Apparemment, il y aurait eu, ou il y a encore, du stupéfiant dans la voiture sous la moquette. Apparemment, là. Voilà. Mais les policiers ne trouvent rien. Ils mettent en revanche la main sur un sachet d'herbe et de l'argent liquide caché sur le suspect. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 760 € qui pourraient correspondre au résultat de sa journée de deal. Direction maintenant son domicile. Il vit dans une cité HLM du 13e. Dès son arrivée, il est suivi par un adolescent. Viens derrière. Ah bon, ça, Caraba, là. Caraba, ce pourrait être un code pour donner l'alerte. Le jeune part immédiatement dans l'autre direction. Les policiers doivent agir vite avant que tout le quartier ne soit mis au courant. Bonjour, c'est la police. On commence par celle-là. Par contre, tu rentres pas pour l'instant, tu restes sur le pas de la... Voilà, tu surveilles ce qu'il fait, mais là, c'est pour l'instant le chien travaille, donc tu vas pas le déranger. J'ai rien chez moi, de toute façon, vas-y, j'ai rien chez moi. La fouille débute. Elle ne va pas se dérouler comme prévu.
Des amis du dealer présumé tentent de forcer l'entrée de l'appartement. Probablement informés par l'adolescent qui guettait en bas de l'immeuble, ils essayent d'empêcher la fouille. Besoin de renfort, 17, Putain, tu dis que ça veut que ça se passe bien, t'as vu comment ça se passe, hein? Ça me prend la tête. Hein. Là, sérieux. Hein. Sous la pression du petit groupe, les inspecteurs doivent accélérer leurs recherches. Ils ne trouvent pas de matière stupéfiante, mais ne repartent pas bredouille. Je prends le jean. Nana, ah, on a trouvé à peu près 5 000 €. Ah, c'est pas mal, ouais. Ça conforte un peu plus nos soupçons et ce qu'on a depuis le début, quoi. Hein? Là, on y va, c'est bon, là. Frédéric ne veut pas s'attarder. Les amis du mis en cause sont en bas de l'immeuble. Un des jeunes qui a tenté de forcer l'appartement vient d'être arrêté. Ah, un prisonnier! Et les autres, ils vont pas tarder aussi, t'inquiète pas. Un autre individu essaye de rentrer en contact avec le suspect. CR ou la flag? CR ou flag. Il tente de savoir si les policiers l'ont interpellé sur une commission rogatoire après une enquête poussée ou sur un simple flagrant délit. Une information sans doute destinée à son avocat pour préparer déjà une ligne de défense. Fils de pute! J'ai un fils de pute, tu connais même pas ta culotte! Moi je te nique ta mère! Espèce de pute! Les insultes fusent, l'ambiance est tendue, des policiers ont dû venir en renfort pour sécuriser les lieux. Le binoclard, là, en fait, là, comme ça... flag ou CR? Attends, vas-y, j'appelle le baveux, Tiens, lui, là. Putain, mais c'est quoi ça? Putain, ça c'est un coup à prendre des coups sur les bagnoles, là. Ils arrivent tous de derrière, là. Oh, putain. C'est bon, quoi. Allez, les gars, là, allez! On est tous dans les bagnoles, on va se faire... Regarde. Qui bloque, là? Putain. Allez, go! De toute façon, en fait, son véhicule, c'est le dernier, ceux qui ferment la route, en fait. Ils réussissent finalement à se sortir de ce guêpier sans problème. De retour au commissariat, c'est l'heure des comptes. Des écoutes téléphoniques, un flagrant délit de vente de stupéfiants, 5 760 € en petites coupures, mais ils n'en ont pas fini avec lui. Pour connaître l'ampleur de son trafic, ils vont maintenant chercher à recueillir les témoignages de ses clients les plus habitués. Et pour cela, ils vont disséquer ses téléphones portables. Si la sonnerie peut prêter à sourire, la lecture des textos est sans équivoque. Bonsoir mon pote, tu as du LSD ou de l'acide? L'individu possède 3 téléphones, un personnel, les 2 autres serviraient à ses trafics. Est-ce que vous donnez votre code PIN? Monsieur Macoulet, est-ce que vous donnez votre code PIN, s'il vous plaît? Ça c'est fait. Le suspect n'a pas très envie de coopérer. Ce n'est pas grave, les policiers vont remonter au client en épluchant la liste de ses appels récupérés auprès de l'opérateur téléphonique. C'est Jennifer qui s'en charge le lendemain matin. Parce qu'en fait, votre numéro de téléphone, il ressort dans une de mes procédures. Et j'aurais besoin de vous entendre à ce sujet-là. Par contre, je ne peux pas trop vous en dire plus par téléphone. Elle va ainsi convoquer une dizaine d'acheteurs réguliers pour les auditionner. Ils ont tous les âges, sont étudiants, travaillent ou sont sans emploi. Il y a des consommateurs réguliers et des occasionnels. Est-ce que vous consommez un peu de produits stupéfiants? Ça m'arrive, oui. Ah oui, je vais vous dire franchement, ça m'arrive. Ceux qui sont dépendants. Je m'en sers vraiment pour manger, c'est quelque chose que je consomme vraiment très peu. Et les autres qui jouent les naïfs. Elle se propose, c'est comment le shit? S-C-H-E-E-T comme en anglais? S-H-I-T. D'accord. Mais surtout, tous reconnaissent s'être fournis plusieurs fois auprès du dealer présumé. Est-ce que vous lui achetez régulièrement? Ça doit être une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 semaines. Et les transactions, elles avaient où? Là encore, c'était variable. Ça pouvait être devant le Franprix de la Dalle, il y a un Franprix. Ouais. Ça peut être devant le Lidl et ça pouvait être aussi du côté de Louise Weiss. Ça restait sur le 13e. Ah, complètement.
Placé en garde à vue pour 96 heures, et malgré les preuves qui se sont accumulées, le délinquant n'avoue rien aux policiers. Il va même faire le fier à bras. Il a déjà fait de la prison, il l'affirme. Il continuera à gérer ses petites affaires à distance. Je suis métier, je suis là, mais attends, je garde le silence, moi. Ah, tu es riche du métier? Je sais pas. Tu parles de quel métier, hein? Je sais pas. Parce que selon vous m'avez interpellé. Mais on t'a interpellé pourquoi? Bah moi je sais pas, moi je garde le silence, moi je sais rien de trop vouloir me perturber. Ah, je sais pas, tu me parles d'un métier, riche du métier. Moi je garde le silence, moi. T'es déjà prêt là en prison, quoi? Mais bien sûr je suis prêt, moi, faut être prêt, faut être fort dans sa tête. Ça, non, pas reculer. Si tu fais des trucs, faut être prêt. T'es prêt parce que tu sais que t'as fait des conneries? Mais bien sûr je suis prêt, sinon je serais pas prêt. Ça sert à rien de faire des trucs et pleurer derrière. Maintenant, moi je suis prêt, maintenant je sais que 80% que je vais en prison, c'est pour ça que je suis prêt dans ma tête. Dès que je vais aller là-bas, je suis bien. N'inquiétez pas. Tout ça, dès que tu vas aller là-bas, dès que tu vas aller au dépôt, en prison, tu seras bien? Au dépôt, soit je sors, soit je vais en prison, je suis bien. Et si tu vas en prison, tu crois que tu seras bien aussi? Mais bien sûr, je serai bien, on va m'accueillir là, les gens sont au courant, vous inquiétez pas. Tu vas recevoir de l'argent? Ça, c'est sûr, ça. Dès que j'arrive, déjà, il y a un mandat qui arrive, ça, c'est 99% sûr. Mais c'est quoi? C'est tes potes? C'est business? C'est business? Vous suivez, ça, vous inquiétez pas, ça. Vous recevoir des vêtements, vous recevoir tout, vous inquiétez pas. Là, c'est Noël, je vais recevoir le colis de Noël, vous inquiétez pas. Ah non, c'est bien en fait, c'est bien organisé ton bisco. Vous inquiétez pas, ça, c'est le dernier problème, ça. Là, je vais en prison. Le dossier est suffisamment solide pour arrêter ici les investigations. Le suspect est déféré ce soir au parquet pour être présenté à un juge. Il passera bien Noël en prison. Il sera condamné à 2 ans et 4 mois de prison ferme pour trafic de stupéfiants. Mais le trafic n'est pas l'apanage des grandes villes. Au beau milieu des champs, à 20 km au nord de Paris, voici Daumont, 15 000 habitants. Ses petits commerces et ses pavillons tranquilles. Pourtant, ici, depuis quelques mois, un trafic de drogue sévit dans cette cité proche du centre-ville. Pour y mettre un terme, ce matin-là, les gendarmes préparent une opération coup de poing. C'est un lieu où il y a trafic de stupéfiants sur trafic de stupéfiants. On a fait maintes interpellations, maintes opérations et ça reste permanent, quoi. L'opération a été minutieusement préparée. Sur ces plans, la cité a été décortiquée en détail pour permettre de boucler le quartier. On a décidé donc de faire une sorte d'OAD avec un bouclage, interpellation des individus en possession de stupes et d'argent, et de fouiller tous les bâtiments et les communs et les extérieurs avec l'autorisation permanente du bailleur. Leur cible, une dizaine de dealers. Ils auraient transformé leur cité en supermarché de la drogue, y entraînant une insécurité permanente. C'est le commandant Blum, le numéro 2 de la compagnie de Montmorency qui supervise l'opération. Le top départ est donné. Plus d'une trentaine d'hommes se mettent en route. Nom de code de l'opération, Roi des stupes. De Charlie Montmorency, début opération Roi des stupes. Vous m'entendez? Soudain, un imprévu menace de tout faire capoter. Il y a un souci de radio? Oui, ça arrive. En fait, il y a toujours des zones, surtout quand on est près des lignes haute tension et des gares. Et malheureusement, là, le PSIG, qui est l'élément d'intervention, ne capte pas la radio. Donc ça, c'est toujours les petits trucs de dernière minute? C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut planifier, mais pas dans l'excès, il faut être capable d'être réactif, et c'est surtout ça qui compte. La communication est brouillée, les véhicules à l'arrêt. À seulement une centaine de mètres de la cité, il faut agir vite pour ne pas se faire repérer. Du coup, le commandant donne son feu vert par téléphone. Ouais, c'est reçu, on l'interceptera en se déplaçant. On peut y aller, on déclenche, hein. On déclenche. Trop tard, les gendarmes ont été repérés. Ah, direction bar, fuite direction bar. Les suspects, identifiés après des mois de planque, sont sur le point de s'enfuir. Mais le commandant Blum aperçoit l'un d'entre eux, ici à droite. Ah, il faut l'arrêter, le mec derrière. Le type a cagassé le trou, je veux le contrôler tout de suite. Celui qui est passé à côté de nous. Voilà, casse-toi là. Restez tranquille, vous êtes comme ça, vous m'avez peur. L'homme est agressif, mais il se laisse interpeller. Il y a eu l'infraction qui a été commise là. C'est une procédure normale. Restez ferme, ça se passera très bien. Si ce premier suspect est sous bonne garde, les autres courent toujours. Ok, j'avance. Le commandant file au cœur de la cité.
Les gendarmes contrôlent tous les accès. Soudain, la nouvelle tombe. On fait demi-tour, ok. Le chef des dealers a été aperçu. Il se cacherait dans un de ces bâtiments. Comment ça se passe? On a fait descendre la pression rapidement. L'objectif principal, lui, il a réussi à défoncer une porte à coups de pied dans les immeubles, parce que c'est que des fermetures magnétiques. Et il s'est planqué dans un appart. Donc là, on va investir l'immeuble, on va frapper chaque porte pour voir si on n'arrive pas à le déceler en bas. C'est parti les gars, on est bien? La traque commence. Ici, ça se shit. Les gendarmes passent tous les étages au crible et frappent à toutes les portes. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Henri. On recherche une personne bonjour madame, habillée de noir avec une casquette avec des étoiles, vous savez, les casquettes qui font maintenant sport noir avec des étoiles blanches, vous savez, comment ça vous dira? Le suspect est introuvable. Pendant ce temps, les maîtres chiens entrent en action. Urus, le berger allemand, a l'odorat bien affûté. Il peut débusquer le moindre gramme de cannabis, même au milieu de ses détritus. Et son flair va payer. Là, il y a combien à vue de nez, Christophe? Bon, il doit y avoir une dizaine de sachets, donc une quinzaine de grammes, on va dire. 10-15 grammes. Oh, non, je sais pas si 15 grammes de cannabis, une prise modeste. C'est l'équivalent de 250 €. Mais cela confirme que le trafic a bien eu lieu au sein de ces immeubles. Sur le parvis, un autre gendarme fait le même type de découverte. Tu as trouvé quoi? Ok. C'est quoi? La matière. C'est quoi de la résine? Ouais. Il y en a partout, ils en cachent partout. Donc maintenant, le but, c'est de les trouver. C'est la chasse au trésor? J'espère. Les gendarmes accumulent les preuves et ils ont désormais une piste intéressante. Sur ce parking, ils viennent de localiser la voiture du principal suspect. Un utilitaire, car en plus de son trafic, l'individu est ouvrier dans le bâtiment. Ça, c'est la voiture d'un des gars qu'on surveille, mais c'est bizarre. Si sa voiture est là, c'est qu'il est là. Elle est immédiatement fouillée. Regarde entre les deux sièges, ça va. Ils ne trouvent rien, mais au même moment, un peu plus loin, d'autres gendarmes tombent sur l'individu qui était en train de partir discrètement. Non, je travaille. Vous voyez pas que je travaille, je suis en plein de travail. Vous mettez un trafic de stupéfiants, je suis pas un dealer, moi. Placé en garde à vue, il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour trafic de drogue. L'opération Roi des Stupes est un succès pour la brigade de Daumont. Retour dans le 13e arrondissement, nous retrouvons le groupe antidrogue du commissariat. Depuis 2 mois, il enquête sur un trafic de stupéfiants dans une cité. Vincent, le commissaire a prévu de le démanteler aujourd'hui. L'objectif de la journée, c'est étayer une transaction ferme. Ça nous permet de basculer en flagrant délit et derrière, d'aller tamponner les perquisitions dans les domiciles des personnes qui ont été ciblées par l'enquête. Pour cette opération d'envergure, il a fait appel à une vingtaine d'hommes et mis en place une véritable souricière autour de la cité. La BAC partira sur l'acquise du frangin, c'est c'est ça? Les ventes ont été vues, il y a des films qui ont été faits, des photos qui ont été prises, donc tout est carré sur la mise en évidence du trafic. Un trafic qui se déroule jour et nuit sous les fenêtres des habitants. Il y aurait quotidiennement une trentaine de transactions comme celle-ci, filmées par les policiers au cours de leurs investigations. Donc nous, on a ciblé dans le cadre du trafic à Simone Veil 3 individus, avec notamment celui-là qui dirigerait le trafic et les 2 autres qui sont un petit peu ses lieutenants qui l'assistent, on va dire, dans le trafic. Pour y mettre un terme, l'objectif c'est de mettre le chef du réseau sous les verrous. Il a 22 ans, c'est le caïd de la cité. Nous l'appellerons Valdo. Les policiers savent qu'il sera dur à appréhender. Il a de nombreux informateurs qu'il paye avec l'argent de la drogue. Celle-ci générerait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Nous accompagnons les policiers sur cette intervention délicate. Plusieurs équipes vont planquer pour prendre le trafiquant au flagrant délit. Frédéric est caché chez un habitant avec une vue plongeante sur la cité. D'autres inspecteurs sont dans son bureau de poste. Depuis la salle des caméras de la préfecture de police, André a lui aussi été mobilisé. Il est les yeux du dispositif.
Donc là, on est donc sur le site Simone Veil ici. Les mecs, ils disent sur la gauche. D'accord. Ici, là. Donc, en fait, ça donne ici. Relié par téléphone, le commissaire coordonne la mission depuis un hôtel voisin. Il est 11 h du matin. Toutes les équipes sont en place. C'est devant ce hall d'immeuble que le bal des clients a été constaté. Mais aujourd'hui, le point de deal est plutôt calme. À 14 h, le trafiquant présumé n'a toujours pas fait son apparition. C'est l'un de ses 2 lieutenants, à gauche, sur l'image, qui est aux affaires. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Il se fait avoir un week-end de repos. C'est une très longue journée qui débute pour les inspecteurs. On sent qu'il y a de la tension, mais on n'a rien constaté de concret pour l'instant. Ça peut durer jusque tard dans l'après-midi. Tant qu'on n'a pas le motif, là, on ne peut pas bouger. En milieu d'après-midi, depuis la salle des caméras, André repère enfin du mouvement. Ouais, je les ai, ouais. Je les ai. Ok, ouais, je les ai. Il y a le gros balèze là, tu sais, celui qui sort de prison. Là. Au centre de la bande, c'est bien Valdo, le trafiquant présumé. Un doudou noir avec bonnet noir et gris, le bonnet. Son signalement est aussitôt transmis à toutes les unités. Ok, c'est parfait. Les policiers se tiennent prêts à intervenir dans la cité. Mais André se rend vite compte qu'il y a un problème. Ils sont à but choisi. Ouais, ils remonteraient plus sur Italie, ouais. Je les ai plus. Ils disparaissent des écrans de contrôle. Valdo ne se montre toujours pas, mais à la tombée de la nuit, les policiers assistent à plusieurs transactions. Elles sont très importantes car elles permettent de prouver la vente de stupéfiants. Ils prennent un client en filature. Cet homme, en veste sombre, manche claire. Ouais, il y a un tox là qui est parti acheter. Il y a le golf. Attends, il part sur Choisy. Mais qui le tape pas hein. Ça a été très rapide, hein. Et il y a un autre mec qui est derrière. Ouais. Il est arrêté par le commissaire un peu plus loin. Monsieur, c'est la police. Vous allez avancer avec moi. Pardon ? Vous allez avancer avec moi. Vous avez quelque chose d'illicite sur vous, dangereux ? D'accord. Vous l'avez acheté où, ça ? Il a de la résine de cannabis sur lui. Il reconnaît l'avoir acheté dans la cité. Il sera placé en garde à vue en attendant le coup de filet. Le problème, c'est que de retour à l'hôtel, le commissaire ne peut toujours pas lancer les interpellations. S'il a une preuve avérée de l'existence d'un trafic, en plus des nombreuses photos et vidéos prises au cours de l'enquête, il ne peut pas arrêter le chef du trafic. Non, ils sont dedans. Ce qu'on veut, c'est attendre maintenant la présence du vendeur principal pour qu'on puisse avoir le moyen de relier juridiquement le vendeur principal à l'endroit où est stocké la cam. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas le vendeur principal, pour l'instant, on est en stand-by. Il est un peu plus de minuit quand le commissaire décide de lever le dispositif. Les trafiquants sont malins et connaissent bien les procédures. Le commissaire l'apprendra le lendemain. Valdo se savait en fait sous surveillance grâce à l'un de ses informateurs employés au bureau de poste. Sur leur prochaine affaire, les policiers antidrogue du 13e auront beaucoup plus de réussite. En attendant, de l'autre côté de Paris, voici la cité Bisson, le coin le plus sensible du 20e arrondissement. Ici, la spécialité, c'est le crack, un dérivé de la cocaïne qui fait des ravages. Jour et nuit, les jeunes du quartier organisent le trafic. Comme dans les cités de la drogue en banlieue parisienne, des guetteurs sont disposés à chaque coin de rue pour prévenir les dealers de l'arrivée des policiers. À peine entrée dans le quartier, la voiture civile de la BAC est repérée. Pu, c'est le signal d'alarme codé des guetteurs. Ils annoncent la police. Bon, c'est pas. Et à l'intérieur de la cité, Tony et son équipe sont pris à partie. On rentre dans la jungle. Recule. C'était pour qui ta mère par contre? Moi je te dis ta mère, tu le prends comment? Tu le prends comment si je te dis? J'entends rien. Mais non, mais s'il n'y avait pas eu le bâtard, j'aurais pas fait demi-tour. Enfin, j'aurais pas fait marche arrière, on est bien d'accord. Soudain, des jeunes du quartier jettent des œufs. C'est bon. On rentre dans la voiture. Parce que après ça va être la merde. À très bientôt. L'œuf,
Je sais très bien que c'est pas toi. Heureusement, heureusement. T'inquiète pas. Mais ça va se payer. Tony et ses collègues repartent. Ils préfèrent ne pas répondre aux provocations. Ils comptent bien revenir. Car il y a quelques jours, ils ont observé dans cette cité un curieux manège avec un jeune dealer. Sur ces photos, on le voit au pied d'un immeuble, guetter une fenêtre. C'est alors qu'on lui jette un sachet contenant, a priori, du crack. Ici, pour se passer de la drogue, cela se fait par les fenêtres. À Bisson, ce genre de scène a lieu à ciel ouvert et aux yeux de tous. Quelques jours plus tard, ambiance briefing au quartier général de la BAC. Avec son équipe, Tony compte mettre un coup de frein au trafic de crack dans la cité. Leur objectif, interpeller en flagrant délit le jeune trafiquant que l'on voit sur les photos. Non, il fait son sac à l'intérieur. Il rappe quand même. Des fois, il est fait au premier étage, au deuxième ou au rez-de-chaussée, ça dépend en fait. S'il y a quelqu'un qui est dans le hall là, qui vous voit sortir, c'est baiser, ça va crier plus. Pour ne pas se faire repérer, les policiers de la BAC vont utiliser un camion de surveillance banalisé. Dans leur jargon, un soum, c'est un sous-marin. Le blanc. Donc là, on va se mettre en planque à Bisson. C'est pour pouvoir être au plus près du dispositif, voir les guetteurs, les dealers et voir l'arrivée des acheteurs. Bon, on y va, c'est parti. Le sous-marin est garé incognito en plein cœur de la cité, juste en face du principal point de vente de crack. Au même moment, 2 autres voitures de la BAC bouclent les abords de la cité. On s'est arrêté à proximité du quartier sans être trop proche non plus. Et on va attendre en fait de recevoir des informations de notre collègue qui est en surveillance sur le quartier. Et une fois qu'il verra une transaction, on ira au contact du supposé acheteur. D'abord les acheteurs, puis les dealers. Exactement, ouais. Toujours dans ce sens-là. Pour que les policiers de la BAC prouvent la transaction, ils doivent arrêter un acheteur avec du crack sur lui. Tony, embusqué dans la cité, commence la planque. Le point de ville, c'est la grille qui est grise là-bas, où il y a le panneau d'interdit de stationner. Cliquez dessus. Et en fait, dans cet immeuble-là, t'as une famille à problème, ils sont 3 ou 4 frangins. Et Soudain, Tony croit reconnaître l'un des frères dealers. C'est lui que l'on voit sur les photos avec du crack. Et oui, il est à peine 11 h et déjà, un premier client arrive. Il se présente au dealer. Et hop là. À tous, Tony, à tous. Il y a une prise de contact devant le scène avant. Un acheteur bien habillé. Il rentre avec le dealer dans le hall. Et là, voilà, la transaction se fait. Il est en train de le servir. Toi, il a le morceau dans les mains. Les policiers de la BAC doivent maintenant intercepter l'acheteur au plus vite. À tous, c'est Tony. L'acheteur ressort. Il redescend la rue Bisson. Les policiers attendent que l'acheteur s'éloigne de la cité pour éviter qu'il donne l'alerte aux guetteurs et aux dealers restés sur place. Ouais, c'est bon, on a l'individu. Hein. Il redescend la rue de Belleville en direction du Drôme. Hein. Discrètement, un policier de la BAC demande au client de le suivre. D'emblée, l'homme lui tend quelque chose. D'accord, c'est du crack. Oui. Surprise, le client est à peine âgé de 25 ans. Désormais, le crack ne touche pas seulement une population modeste, voire marginale. Ce jeune homme branché vient d'un quartier aisé de Paris. Ce que vous avez acheté là, ça représente combien? 50 €. Pardon? 50 €. Ça représente une consommation de combien de jours? Une semaine. Une semaine? Chaque semaine, le toxicomane avait pour habitude d'acheter dans le quartier 50 € de crack, soit un budget mensuel de 200 €. Cela fait 2 ans qu'il est accro. Lors de sa fouille, Cyril trouve une pipe à crack. Souvent, l'envie est trop pressante et le toxicomane consomme la drogue directement sur place à l'aide de cette pipe.
Pour avoir acheté du crack, le jeune homme va être placé en garde à vue pendant 24 heures. Dans quelques temps, il sera convoqué devant le juge. Il risque jusqu'à 1 an de prison et 3 000 € d'amende. Au même moment, la deuxième équipe de la BAC s'apprête à coincer le vendeur de crack. À la radio, Tony tente de décrire de façon précise le dealer à ses collègues. Le dealer ressort. 1m70, 16-17 ans, tout noir. Je préfère que vous décaliez. Le dealer enchaîne les transactions avec d'autres acheteurs. Pour Tony, il faut intervenir tout de suite, mais son équipe est réduite. C'est un quartier. Il n'y a que des voyous et forcément, à chaque fois qu'on intervient, on n'est pas très bien reçu. Ok, merci. Quasiment chaque fois ça se passe mal. Il faut qu'on soit vraiment, qu'on regarde partout, qu'on ait les yeux partout. Les policiers ont réussi à détourner la vigilance des guetteurs. Le jeune dealer et l'acheteur sont toujours en place. Les policiers ne perdent pas de temps. Dans cette cité, il faut faire vite. Faites, monsieur. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de faire quoi, monsieur? Comme les policiers le craignaient, des jeunes viennent à la rescousse du dealer de crack. Il s'agit en fait des frères du jeune dealer. Celui-ci a passé 8 mois en prison pour trafic de stupéfiants. Il est sorti il y a 3 semaines. La tension monte. Les grands frères sont prêts à en découdre. Ces hommes tiendraient quasiment tout le trafic de crack dans la cité. Range ta caméra de merde. C'est même François qui l'a fait. Je suis pas là. Moi, je ne sais pas. Il a fait quoi là? Je suis sur tout. Aujourd'hui, le petit frère fait équipe avec les grands. Parce que t'as fait un peu de business. Quel business, mon chef? Ok. T'as quel âge? 16 ans. C'est jeune, hein? Le jeune est déscolarisé et déjà connu des services de police. Les policiers de la BAC sont persuadés qu'il cache du crack sur lui. Le jeune dealer pensait tromper les policiers en dissimulant la drogue dans son pantalon. Jean-Luc, 56 ans, prend la suite de l'affaire. Avec 35 ans de BAC derrière lui, c'est lui le plus expérimenté du groupe. À force, il a vu défiler tous les dealers du quartier dans son bureau. Alors c'est quoi ça On pose la question. La dernière fois que je la pose. C'est quoi? C'est des bonbons. Des bonbons de quoi? Des bonbons? Mais à quoi? À la montre. Ça fallait beaucoup toi qui mettent des bonbons dans l'ancien. Oh, pour qu'il chauffe. Pardon? Pour qu'il chauffe? En plus tu fais de l'humour. Tu regardes à peser 0,9 g de crack. C'est du crack? À l'aide d'un test, les policiers prouvent aux jeunes dealers que le produit est bien du crack. Non, c'est bleuté. Tu vois? Un petit caillou. Pourquoi qui est bleuté? Regarde, mets ton caillou comment tu le regardes. Quel est le caillou? Tu vois le caillou au fond? Il est au fond. Ici. Mais le jeune garçon feint de ne pas reconnaître cette drogue, une version peu crédible. Un juge l'a récemment placé sous contrôle judiciaire pour trafic de crack dans la cité de Bisson. Qu'est-ce qu'il t'a dit la dernière fois, le juge? Que si tu reviens de bêtises? Elle a dit déjà, je dois pas être sur le 20. Déjà, t'es interdit de 20. Pas sur Paris aussi. Déjà, Paris, et on t'a interdit d'arrondissement, donc le 20e. En plus, tu reconnais un délit. Je te dis pas me faire attraper. Ah, tu comptais pas te faire attraper? Pas vu, pas pris, mais là, la police était là aujourd'hui. Excuse-moi, je peux te poser une question, s'il te plaît? Ouais. C'est toi, Jean-Luc? Ouais. Et donc? C'est rien, c'est toi, je te pose une question. C'est rien. Quoi, tu m'avais jamais vu? En principe, je vis caché. Tu me vois au dernier moment, mais des fois, tu passes tellement près de moi que tu me touches les cheveux, mais sans le savoir. Réfléchis. Où je pouvais être? Réfléchis bien. Jean-Luc, apparemment, on vous craint dans le 20e.
On me craint parce que j'ai interpellé déjà une partie de la famille, surtout qu'il y en a quand même pas mal qui sont partis en prison. C'est pas choquant de voir un mineur dealer du crack? Si, moi ça me choque, parce que c'est des gamins qui sont déscolarisés très jeunes, ils monnaient facilement de l'argent de bonne heure pour les remettre dans le travail de tous les jours, ça va être difficile. On va leur présenter un travail gagné au SMIC, le SMIC ils le font en une après-midi. Ils vont se faire 1 000 € en après-midi. D'après les policiers, le trafic de crack dans la cité Bisson rapporterait en moyenne plus de 6 000 € par jour. Les policiers veulent à présent fouiller le domicile de la famille du jeune dealer à la recherche de crack ou d'argent provenant du trafic. On se rend avec le SAI pour notre Bisson pour une perquisition stup. On plante la rue de toute façon. Plusieurs voitures de police quadrillent la cité sensible. Des agents en tenue entourent le bâtiment où habitent les dealers. C'est juste qu'ils balancent rien de la fenêtre. Arrivé devant le domicile, le frère du dealer refuse de donner les clés pour empêcher les policiers d'entrer. Je m'en bats les couilles. T'as les clés ou pas? Je lui donne pas les clés. Ah, tu sais pas quoi, je lui donne pas les clés. Tiens, tu le pousses, on va péter la porte. Au moment où les policiers décident de forcer la porte, l'aîné arrive avec les clés. Tiens, viens. Doucement, va pas tomber. La perquisition a lieu en présence du jeune dealer et de son grand frère. On sort de prison là, il n'y a rien à vérifier. C'est bien, j'ai quand même vérifié. Il n'y a rien à vérifier. Tu vérifies quoi? Peut-être, t'as tout. D'accord. T'inquiète pas, je t'en fous le bordel, je vérifie ça correctement. Vérifie, tu verras. Fais bien la chambre. À mon avis, il y a quelque chose ici. L'intuition des policiers sera bonne. Un peu plus loin, Jean-Luc trouve du crack dans une des vestes. Ben voilà. Il y en a encore un petit peu de crack. La veste appartient au plus jeune dealer qui a dû oublier les sachets de drogue au fond de sa poche. Une erreur de débutant qui agace son grand frère. S'il y a un truc, dis-le tout de suite. Voilà, retourne pas à la maison. S'il y a un truc, dis-le tout de suite. Dis-le. Voilà. Non, voilà, c'est fini les trucs là. Retourne tout là, on revient. S'il y a un truc, dis-le tout de suite. Il y avait que ça. Après, tu sais pas quand. Fin de la perquisition. Les policiers s'empressent de quitter la cité. Retour au commissariat du 20e. Bilan, 120 € retrouvés en petites coupures et au total, 18 grammes de crack. Le butin sur la table s'élève à plus de 1 000 €. Lors de la perquisition, les policiers ont aussi retrouvé 3 bouts de papier griffonnés par le dealer. À première vue, un genre d'offre promotionnelle. Ça s'était trouvé donc en possession du vendeur dans son blouson. Un caillou acheté 20 €, 3,50, 600 et 3 clients apportés, un caillou offert. C'est-à-dire c'est surprenant. Donc ils fidélisent carrément les clients. Moi ça me surprend. Surtout à 16 ans. Malgré son écriture enfantine et ses fautes d'orthographe, le jeune dealer constituait déjà sa propre clientèle. Il sera placé en garde à vue 4 jours, la durée maximale dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Alors, le garçon s'inquiète de trouver le temps long. J'aurai des journaux, tout ça. J'aurai des journaux, tout ça. Des journaux, oui, puis il y a la PlayStation 3 aussi. Non, mais ça... 4 qui va sortir. Ah non, mais ça... Non, t'as pas de journaux. T'as à manger, t'as une couverture, un matelas. C'est le juge pour enfants qui décidera de sa peine. Il risque l'enfermement dans un foyer pour mineurs, loin du 20e arrondissement et de sa cité du crack. Bisson, Piat, mais aussi Saint-Blaise, Ortho, le 140. Dans le seul 20e arrondissement, 10 cités sont impliquées dans le trafic de drogue. Un fléau qui donne du fil à retordre aux policiers. Retour dans le 13e arrondissement, pour une affaire de stupéfiants qui va cette fois beaucoup plus sourire aux policiers antidrogue. À 2 pas des nouveaux quartiers et de leurs immeubles flambant neufs, des trafics ont lieu dans les cages d'escalier d'une cité. C'est toujours le même schéma ici, quand c'est à l'intérieur. Le mec lui ouvre la porte, le client rentre, le mec s'en va. Il y a du monde dans le hall. Ça, c'est après, le client repart. En sachant qu'il y a 2 endroits de deal. Ici, Celui qui a la main sur ce petit business serait cet individu. Méfiant, il se montre rarement sur les points de vente et gère ses affaires depuis son domicile dans une cité enclavée. Julien dirige la mission. C'est une petite cité, mais par sa configuration fermée,
avec 3 accès. Les jeunes peuvent mettre des guetteurs aux 3 accès. C'est-à-dire que s'ils nous voient arriver, un petit sifflet, un petit cri, et les jeunes posent qu'ils ont rien sur eux, personne n'a rien vu. Nous les suivons sur cette opération. Bon, bah on va rester comme ça alors. Une équipe se cache dans le sous-marin à proximité d'une entrée de la cité gardée par des complices du trafiquant. Il faut être discret. Voilà le guetteur en vélo, en vélib. Pardon. C'est bon que je ferme vite parce que lui, par contre, il est là pour regarder. C'est bon sur le trottoir? À l'extérieur, des adolescents font des rondes à vélo. Payés par le trafiquant, ce sont des guetteurs. Un peu plus loin, Julien attend un signalement pour interpeller un client. L'objectif, l'individu de son petit viol, il se dirige au niveau du frais poubelle. Un acheteur présumé a justement été repéré. Il mesure 1m70, veste noire, casquette de jogging noir et des baskets noires. Ah, il arrive là. Vas-y. Ouais, reçu. Il vient de quitter la cité et roule à présent à bord d'une Smart. Julien décide d'intervenir un peu plus loin, épaulé par 2 motards en civil. Le jeune homme est nerveux. Il s'est bel et bien fourni dans la cité et il n'a pas fait le voyage pour rien. 50 grammes. Voilà ce que les policiers retrouvent dans sa poche pour près de 600 € de cannabis. Un mec que tu connais ou pas? Non. Au pif? Ouais, on m'a envoyé, je suis parti. T'as pris combien? 50? Un 600 grammes. L'individu prétend ne pas connaître le trafiquant. Avec une telle quantité, Julien le soupçonne en réalité d'avoir fait ses courses directement auprès de lui. Il flaire une belle prise. Pour un deal de cité, vendre des 100 grammes comme ça au détail, c'est déjà pas mal, ouais. Il doit y avoir des planques pour avoir 100 grammes à dispo en 1 minute, c'est qu'il y a beaucoup plus ailleurs. Le plus difficile commence maintenant. Il faut mettre la main sur le chef du trafic assez rapidement pour ne pas lui laisser le temps de dissimuler sa marchandise. Julien, il y a les effectifs en tenue qui sont là. L'objectif vient de rentrer dans le centre de la cité. Ouais, Momo, tu diffuses, l'objectif est rentré dans la cité. La BAC 13 on active, là, tout le monde en active. On active tous. Le loup est sorti de sa tanière. Ouais, tout le monde rentre dans la cité, tout le monde rentre dans la cité, là, on va faire le gymnase. Il est devant le gymnase, il est dans le gymnase. Top, 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 top. Ouais, c'est la police, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. L'interpellation peut se faire en douceur. Justement, ça n'a rien fait, c'est rapide. Ses complices présumés sont également appréhendés, les petites mains du trafic. Derrière un bosquet, les policiers retrouvent un sac à dos. 7 petits pochons d'herbe ici. Et ce n'est rien, en comparaison de ce qu'ils s'apprêtent à découvrir au domicile du suspect. Il vit chez ses parents. Dès leur entrée, les policiers détectent une forte odeur qui ne trompe pas. Dis-nous où ça ira, c'est rapide. Sinon, ça. Dis-nous où c'est ou pas? Attends. C'est comme tu veux, vous. Vu comment ça sent. Julien et ses collègues ne vont pas chercher bien longtemps. Dans son meuble télé, il découvre une savonnette de cannabis. On va prendre d'abord ce qui est apparent. Donc ça. Et le petit attirail du trafiquant. La balance, un truc pour couper, pour chauffer. Ça, c'est quoi? La l'eau, c'est ta conso également? Ah ouais, là, t'es un gros consommateur. Pour passer l'appartement au crible, Vincent a fait appel à un chien spécialisé. Très vite, il détecte dans un placard des odeurs suspectes. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Ta consommation. Tu es décidément un grand consommateur. L'individu a choisi sa ligne de défense. Le problème pour lui, c'est qu'il y a dans ce sac plusieurs kilos de cannabis. 3, 4, 5,
Ouais, je dirais entre 7 et 8 kilos. Il faut parler de 1 600 € à peu près le kilo, en gros. Alors sachant que lui, il le détaille. Donc en fait, c'est encore plus rentable pour lui. Quand lui, il vend la barrette, donc il découpe, il fait travailler les autres, donc voilà quoi. Mais il y a du monde. Au détail, cette drogue pourrait rapporter aux trafiquants présumés entre 30 et 40 000 €. Les policiers mettent enfin la main sur de l'argent liquide. 2210 € en petites coupures. Julien n'est pas mécontent du déroulement de l'opération. Déjà d'avoir une transaction avec une plaquette, ça pouvait préfigurer d'une bonne suite. Donc là, c'est nickel, on a l'objectif principal avec au moins 5 kilos de shit dans un domicile, c'est rare. Le mis en cause est embarqué, il sera placé en garde à vue et entendu comme c'est le cas sur les grosses affaires, à l'échelon supérieur, directement à la brigade des stupéfiants de Paris. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. De retour au commissariat, les policiers immortalisent leur prise sur un cliché. C'est l'un des plus beaux coups de l'année. 1, 2, 3. Un coup de plus asséné par les policiers aux trafiquants de stupéfiants.